gros, ça vient donc du sida, ça vient donc de l'idée que les patients atteints de sida vont s'inviter donc de manière fracassante dans la question de la décision. Mais pas seulement dans la question de la décision sur les traitements qui les concernent. Bon, depuis Nuremberg, n'importe quelle administration d'un produit dans la recherche doit être administrée avec le consentement du sujet. Et ça s'est vite étendu au consentement du patient. La crise du sida a complètement fini d'imposer cette idée et dans tous les secteurs, c'est-à-dire qu'aucun médecin ne peut vous imposer un traitement, un produit de santé, une thérapeutique quelconque s'il n'a pas votre consentement. Et ça veut donc dire que si vous ne donnez pas votre consentement, il ne peut pas vous dire si vous ne consentez pas, sortez d'ici, allez voir ailleurs. Ça, c'est strictement interdit. Il est obligé de continuer à vous soigner, même si vous refusez le protocole qu'il vous propose. Il ne peut pas vous l'imposer, et encore moins par un chantage du genre si vous n'acceptez pas, vous sortez. C'est pour ça d'ailleurs que le pass sanitaire a été une transgression totale des principes fondamentaux du Code de la santé publique. Mais la crise du sida n'a pas seulement contribué à sacraliser le principe du consentement individuel, c'est aller beaucoup plus loin. Ça a mis dans la loi le fait qu'en santé, toute décision doit passer par la voie collective des patients. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ne peuvent être décidées que si elles sont validées par les collectifs de patients qu'on appelle les associations. Donc les associations ont un pouvoir énorme aujourd'hui dans beaucoup d'instances et notamment aussi dans la recherche. Le pilotage de la recherche, ça implique pas seulement des chercheurs et des gouvernants, mais aussi des associations de patients qui donnent de l'argent et qui donnent des directions. Par exemple, la Ligue contre le cancer, c'est un acteur associatif représentant la voix des patients qui est puissant. On a cette idée que par exemple, pour la recherche, il va y avoir une reconfiguration des essais cliniques à l'époque du sida par les patients qui vont imposer l'idée d'un traitement compassionnel, qui vont imposer toutes sortes de choses, qui vont par exemple dénoncer le fait que les essais sur le sida ne comprennent que des hommes d'une certaine origine, etc., qui vont imposer la prise en compte des femmes, la prise en compte des enfants, la prise en compte d'autres populations que les populations occidentales. Bref, il va y avoir une reconfiguration des essais et il va y avoir l'idée plus fondamentale que non seulement je dois décider pour moi-même, mais nous devons décider collectivement de toutes les grandes orientations de la recherche, donc de la constitution du savoir médical et bien sûr de sa mise en application, de la gestion des hôpitaux, etc. Donc ça, c'est l'idée au départ. Maintenant, pour tous les acteurs de la démocratie sanitaire institutionnelle que je rencontre, cette idée, elle est complètement dévoyée par exemple, la figure du patient expert, qui est un patient bien élevé, qui répète le discours officiel et qui va être sélectionné par les instances pour représenter la voix des patients et pour former les autres patients dans le bon sens. Donc on a toutes sortes de figures, le représentant des usagers, le patient expert, qui ont pour but en fait de domestiquer la démocratie sanitaire, c'est-à-dire de l'annuler purement et simplement en empêchant que ceux qui ont autre chose à dire que le discours officiel prennent la parole. Donc on a une démocratie sanitaire qui à la fois est là, incontournable, elle est dans les textes, elle existe et en même temps elle est beaucoup trahie. Donc là encore, comme tout à l'heure, l'avenir de tout ça est tout à fait indécidable et il dépend en fait de nous, tout simplement.